Emmanuel Faber, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis ravi, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes passé par Bain, vous êtes passé par Bearings, vous êtes passé par Legré Industries. En 97, vous rentrez chez Danone. Vous resterez presque 25 années chez Danone. De 2017 à 2021, vous êtes PDG du groupe Danone, avec, malgré ces 25 années de fidélité, une fin un peu abrupte, c'est moi qui le dis, mais notamment avec des fonds activistes derrière. Et aujourd'hui, quand on regarde ce bilan chez Danone, vous avez porté bon nombre de dossiers avec des engagements, bon nombre d'actions. J'en ai noté certaines, co-entreprise sociale au Bangladesh, lancement d'une SICAF sociale, création d'un collectif pour une économie plus inclusive en France, lancement d'une coalition d'entreprises en faveur de la biodiversité, adoption du statut d'entreprise à mission, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, aux yeux de beaucoup de celles et ceux qui cherchent une autre voie face aux défis économiques, vous êtes devenu, à cette époque, une incarnation qui était possible dans un grand groupe, en étant un grand patron, ce qui n'est pas un mot vulgaire, de faire les choses différemment, d'avoir une forme d'engagement. Et en 2021, donc, vous quittez le groupe Danone de façon un peu abrupte, et vous voici, 2024, président de l'ISSB. L'ISSB, je vais le faire rapidement parce qu'on ne va pas rentrer dans la haute technicité, qui est raccroché à l'IFRS, qui gère, organisme qui gère des normes comptables au plan mondial, qui va dans plus de 140 juridictions dans le monde. On va dire que l'objectif de l'ISSB, c'est au sein des normes comptables, faire rentrer des indicateurs liés au développement durable. Voilà, très réducteur. J'ai peut-être une première question qui est à la fois personnelle mais qui est importante finalement dans la trajectoire qu'on va prendre le temps de dérouler ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'en 2021, après les nombreux engagements qui ont été les vôtres au sein du groupe Danone, vous dites le prolongement naturel pour poursuivre ce que j'ai envie de poursuivre, c'est d'aller vers le monde comptable, l'ISSB. Quelle est la connectique? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, merci pour cette question. En fait, c'est parce que un certain nombre des aventures que vous avez rapidement citées, de tout ce qu'on a vécu et qui a été construit dans du collectif chez Danone, elles étaient liées à la culture de l'entreprise, à ses salariés, à ses dirigeants, à ma vision à un moment pendant assez long. J'ai été nommé directeur financier à 34 ans, voilà. Donc j'ai eu le temps aussi de porter un certain nombre de choses. Et en tant que directeur financier, on ne peut pas me qualifier de doux rêveur, quoi. Je pense qu'on a fait un certain... Voilà. J'ai signé des comptes pendant très longtemps. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait qu'on a pu aller aussi loin. Et j'entendais Gilles Boeuf tout à l'heure parler de la santé des sols. La santé des sols, pour une entreprise qui dépend du sol pour sa matière première, elle est fondamentale. C'est-à-dire que si, en effet, on laisse les sols se dégrader pendant 20, 30, 40 ans, il n'y aura juste plus d'agriculture. Et donc, il nous est venu une idée qui est quand même, après tout, juste de bon sens, c'est de se dire on devrait rendre compte à nos actionnaires de l'état dans lequel on laisse nos sols. Les émissions de carbone d'une entreprise basée sur l'agriculture, elles sont à 80% dans le fait que, justement, les tracteurs sont trop lourds, justement, on fait trop de labour, justement, il y a trop d'intrants, et donc le carbone, il sort du sol au lieu d'y être. Le carbone, c'est 60% de la matière organique du sol, donc c'est sa nourriture. Donc on a fait, à partir de 2018, un ajustement sur le résultat net de l'entreprise, norme IFRS, de la charge notionnelle de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, directes et indirectes, y compris l'agriculture, ce qui divisait par 2 le résultat. Et on a dit à nos actionnaires, si on vous sert un dividende qui dépasse ce résultat ajusté, ça veut dire que vous n'aurez plus de dividende dans 20 ans, puisqu'on n'a pas fini le cycle de réinvestissement de l'entreprise dans sa durabilité. Donc un vrai risque. Donc vous imaginez bien que lorsque, à Glasgow, alors que moi j'étais pour une fois tranquille à la COP, j'étais avec Eva Sadoun, avec les gens les jeunes là, des collectifs des salariés, on a fait un événement sur le pavillon français pour parler de l'engagement pour le climat, j'ai été rattrapé par la patrouille parce que sur le main stage de la COP, il y avait le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, les IFRS, Larry Fink de BlackRock, et j'en oublie un certain nombre, qui ont annoncé la création de l'ISSB. Et quand j'ai vu la puissance de modification systémique
qu'on imagine, comme vous l'avez dit, les IFRS 144 pays, de se dire qu'on va mettre un langage comptable à disposition des entreprises pour pouvoir partager avec leurs actionnaires et leurs banquiers sur les questions de climat, de social, etc., on a peut-être collectivement la possibilité de passer de, vous avez parlé du Nikon ou je sais pas quoi, voilà. Non, ça va devenir possible pour des gens qui n'ont pas nécessairement envie de prendre autant de risques que moi j'en ai pris, tout simplement parce qu'on est en train, d'une certaine façon, de réécrire les règles de l'économie. D'accord. Alors donc le point de départ de l'ISSB Glasgow, COP26 2021, où on en est aujourd'hui en termes de calendrier sur l'ISSB très concrètement? Parce que peut-être resituer un petit peu 3 ans plus tard. Oui, on a commencé à travailler il y a 2 ans, pas 3 ans, parce que voilà, au printemps 2022, on est au printemps 2024, et le collectif qui est autour de ça, j'ai cité quelques organisations, mais il y a des dizaines de milliers d'entreprises. On a le soutien de plus de 200 très grands investisseurs qui représentent 130 000 milliards d'actifs sous gestion. Donc je pense que ce n'est pas par hasard que cet objet a été posé à la COP26. C'était le moment. Moi, j'ai le privilège de pouvoir prolonger une action qui a un engagement de vie entière, à donner un sens différent à l'économie, et la prise en masse est juste impressionnante, quoi. La vitesse à laquelle ça coagule est juste incroyable. On a sorti notre première norme. Elle vous surprend en vitesse? La première norme, oui, de vitesse. La première norme, la norme générale, on l'a produite au mois de juin, en un peu plus d'1 an l'année dernière, avec une norme thématique sur le climat, qui est identique à celle de l'Europe. 1 mois et demi après, c'était homologué par l'ensemble des autorités de régulation financière mondiale, c'est-à-dire l'AMF, la SEC, etc., multiplié par 135 pays. On est 9 mois après, et aujourd'hui, il y a plus de 20 pays qui ont engagé un processus législatif d'adoption de standards basés sur les nôtres. Quand on fait la somme de la capitalisation boursière de ces pays, je laisse les États-Unis de côté un instant, hors États-Unis, on n'est pas loin de la moitié de la capitalisation boursière mondiale en 9 mois. C'est au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. Et c'est pas parce qu'on travaille bien ou je sais pas quoi, c'est heureusement, j'espère que c'est le cas, parce que sinon ce serait difficile pour la suite, mais c'est simplement parce que ce besoin est criant. Il est criant pour les assureurs, il est criant pour la réassurance, il est criant pour, du coup, le Conseil de stabilité monétaire du G20, il est criant pour le comité de Bâle qui édicte les règles des ratios de capital des banques, les ratios prudentiels. Le comité de stabilité monétaire du G20, le FSB, il surveille l'assurance, la gestion d'actifs et les banques. On travaille tous les trimestres avec eux, et le comité de Bâle a annoncé qu'il prenait nos normes pour tester les risques climat dans les portefeuilles bancaires. Donc ça y est, la prise en masse systémique, elle est là. Donc il va y avoir encore, j'imagine, plein d'écueils, il y a un énorme boulot à faire, mais on passe, nous, déjà aussi à la phase 2, c'est-à-dire c'est pas seulement le climat c'est relié à plein d'autres choses. Après, là, on est en train de démarrer sur la biodive et sur d'autres critères. Et sur le capital humain. Ouais. Ok, cette trajectoire accélérée, elle est intéressante. Elle est intéressante aussi parce que, ma question va être un peu provocante, est-ce que j'ai le sentiment que finalement votre meilleur allié, c'est les questions d'adaptation et pas tellement les questions de freiner le réchauffement climatique, parce que finalement les entreprises voient qu'elles sont exposées à des risques très clairs. C'est la question de la résilience derrière. Est-ce que c'est pas le meilleur allié finalement qu'on cherchait les uns et les autres depuis 2 décennies? Pour que ça marche, je pense qu'il faut vraiment les deux. C'est-à-dire il faut absolument avoir un langage économique et donc comptable qui intègre les questions de durabilité, à commencer par le climat. Et dans le climat, vous avez, comme d'ailleurs partout, vous avez des risques physiques et des risques de transition. Les risques de transition, ils ne sont créés que par les politiques publiques. Donc il faut bien 2 choses. Nous, on fait une brique, mais on ne fait pas de la politique publique. Donc il faut qu'ici et ailleurs, il y ait des gouvernements qui mettent sur la table ce qu'il faut en matière de politique publique pour créer les risques de transition.
quand l'Europe dit on fait moins 55 en 2030 et puis maintenant, nouvelle ambition en 2040, on fait moins 80, bah oui, si je suis fabricant de boîtes d'embrayage pour des véhicules thermiques dont 40% sont vendus à Volkswagen, Volkswagen a dit, moi, en 2035, il n'y a plus de moteur thermique, donc en 2033, j'arrête. Si j'ai construit une usine qui est là pour 30 ans, ben non, en fait, dans moins de 10 ans, elle est finie, cette usine. Et ça, c'est du risque de transition. Donc c'est pour ça qu'il faut deux choses pour que ça fonctionne, la transition. Il faut un système, une pensée, un système, une économie qui est réécrite pour prendre en compte les horizons de temps longs, et c'est ce que nous requérons, c'est obligatoire dans nos normes, et l'horizon large en termes d'espace, c'est-à-dire la totalité des chaînes de valeur. Nous exigeons de la part des entreprises qu'elles répertorient, qu'elles reportent les effets immédiats et les effets anticipés sur leur compte financier de ces risques et de ces opportunités. Donc on donne les coups de projecteur là où il faut, avec un langage qui sera comparable, qui sera auditable et qui du coup pourra servir pour des investisseurs et des banques à tester du coût du capital, c'est vraiment ça, pour faire cette transition. Mais ça ne sera possible de façon durable et on ira au-delà en effet des questions d'adaptation que s'il y a des politiques publiques qui sont à l'œuvre. Et ça, il faut absolument les accélérer de mon point de vue. Alors, vous jouez aujourd'hui dans un domaine qui est un domaine comptable, très, très, très financier. C'est un peu, d'ailleurs, c'est l'intitulé de la table ronde sur la notion de compétitivité. Est-ce que ça veut dire, ce qui est important dans le moteur économique, une entreprise résiliente, appelons-la comme ça, parce qu'il y a plein de terminologies, c'est une entreprise qui peut être compétitive demain. Et à l'inverse, une entreprise qui ne l'est pas, elle se met à risque. Alors, il y a des secteurs plus exposés que d'autres, mais est-ce que c'est quelque chose, c'est un constat que vous voyez se partager? Est-ce que selon les secteurs d'activité, le constat est très très différent, ou voire selon les pays, puisque vous avez cette vision mondiale aujourd'hui? Oui, alors déjà sur les pays, faut éviter qu'on se dise que tout se passe ici, quoi, hein, au CESE. Le scope 3, dont on m'a prédit que nous ne l'utiliserions pas, il a été voté à l'unanimité par le board, y compris par les Chinois. Et on travaille avec les Chinois 2 fois par mois. Donc, ne nous disons pas que l'Europe est en avance, est la seule, etc. La Turquie a déjà exige la publication de nos standards dès 2024. Le Brésil, 2024 autorisé, 2026 obligatoire. Le Canada est parti, le Japon 2025, l'Angleterre part. Donc, première des choses, vraiment, sur le climat en particulier, mais pas que, on pourra y venir, sur le climat en particulier, il y a un multilatéralisme, c'est bien le seul peut-être malheureusement qui reste, qui fait comprendre que c'est un sujet sur lequel on ne gagnera la bataille que si on la gagne ensemble. Ensuite, bien sûr, il y a des secteurs qui sont plus ou moins concernés par des risques de transition et par des risques, des risques physiques. Néanmoins, sur les risques physiques, je suis absolument frappé de voir qu'il n'y a pas un ou une CFO, une CEO ou un CEO d'une grande entreprise qui ne perçoit pas en quoi le climat est en train de réinventer des avantages concurrentiels. Non seulement, à vrai dire, avant même de les réinventer, de les bousculer. Savoir si vous avez de l'eau à côté d'une usine, franchement, c'est une question qui se posait moyennement il y a 20 ans. On la projette à 10 ans et c'est terminé. On sait qu'on ne fera plus de maïs au sud de la ligne La Rochelle-Valence dans 15 ans. Ça coûtera beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop consommateur en eau et il fera beaucoup trop chaud. Donc c'est terminé. Là, donc les gens que je connais bien, qui, compte tenu de notre secteur d'activité précédent, qui font ou qui utilisent du maïs dans cette zone-là, c'est terminé les gars. Dans 15 ans, il faut faire autre chose. Donc la question, c'est comment, avec de nouveau ce coup de projecteur, ce coup de phare qui est donné sur de l'eau, de la biodive, du climat, des questions de capital humain. Je vais prendre le Japon. Le Japon j'ai été reçu par le Premier ministre japonais l'année dernière parce qu'ils ont un problème majeur, comme vous l'imaginez, qui est leur démographie, le capital humain et comment on régénère le capital humain des entreprises et de l'économie. C'est massif et ils savent très bien que sans des indicateurs qui vont permettre de valoriser ça à l'égard des investisseurs et du coût du capital des entreprises, ils n'y arriveront pas. J'étais au Nigeria il y a 15 jours, en face de la déforestation et de la loi d'ailleurs en Europe sur anti-déforestation.
il y a un risque de bannissement de 500 millions de dollars d'exports nigérians vers l'Europe parce qu'ils ne peuvent peut-être pas émettre les certificats Deforestation Free dont a besoin l'Europe, ils adoptent nos normes, le Nigeria part sur nos normes, et en construisant de la transparence dans leur chaîne de valeur, ils vont permettre que les entreprises européennes, évidemment, qui font du chocolat, elles n'ont pas du tout l'intention d'arrêter le chocolat, parce que dans cette salle, tout le monde veut plutôt en manger plus, et elles ont absolument besoin de cacao, et donc elles iront plutôt placer leurs investissements dans les supply chains en amont pour permettre de passer à des modèles durables, là où il y a de la transparence et là où on va pouvoir auditer les choses, donc avec nos normes. Donc oui, bien sûr, tout dépend, mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas une once d'économie, il n'y a pas un euro d'économie qui n'est pas d'une façon ou d'une autre impacté par les questions de durabilité, en particulier par celle du climat. Alors, recentrons-nous là où nous sommes aujourd'hui, c'est pas tant Paris ou la France, mais l'Europe. D'abord, l'ISSB est-elle soluble dans l'Europe? Non, mais c'est une vraie question. Où est-ce qu'on en est sur l'interopérabilité? Oui. Alors, avant, l'ISSB n'existait pas. Et l'Europe a heureusement démarré. Je pense franchement que si l'Europe n'avait pas démarré avec le Green Deal, le mouvement serait... peut-être qu'il serait parti, mais en tout cas, il est vraiment parti. Deuxièmement, quand on est arrivé, sous présidence française, signature du draft de la CSRD en juin 2022, il est écrit les normes européennes devront incorporer dans la plus large mesure possible les travaux de l'ISSB et y contribuer. Donc on s'est mis de part et d'autre au travail sur cette question-là. Et l'interopérabilité, elle a été annoncée, elle a été travaillée, et elle a été annoncée par l'Union européenne, la Commission européenne et par nous-mêmes, à la publication des actes délégués sur la CSRD le 31 juillet de l'année dernière, avec sur le climat un jeu de normes qui sont identiques, à l'exception d'une centaine, malgré tout, c'est beaucoup, d'aspects qui sont ajoutés pour des raisons de politique publique par l'Europe, mais pour le reste, elles sont identiques, c'est-à-dire qu'on peut naviguer facilement et préparer l'une et l'autre. Et puis, un mécanisme d'interopérabilité générale, compte tenu du fait que l'Europe ne regarde pas que de la matérialité économique, mais aussi de la matérialité d'impact. Bon. Cet outil de navigation, il est en cours de préparation et sa publication est plus une question de semaines maintenant que de mois. Donc la réponse est oui, c'est soluble. D'ici l'été, D'ici l'été. Ok, ce qui est une vraie annonce. Claire. Ok. En octobre dernier, vous avez pris votre plume sur une tribune qui a fait un peu date, qui a fait parler qui a provoqué pas mal de débats sur l'expert, sur cette notion de simple et double matérialité. C'était une tribune dans Le Monde le 10 octobre de mémoire. Alors cette question de double matérialité, sur laquelle je pense, et d'ailleurs après vous êtes expliqué sur ce texte, cette question de double matérialité, où vous en êtes aujourd'hui, quelle perception, sachant que, c'est ce que vous annonciez tout à l'heure, c'est que l'ISSB travaille elle-même sur des ateliers, a une ouverture sur d'autres indicateurs, donc les indicateurs, on va dire, développement durable, c'est-à-dire aller vers la biodiversité, le capital humain, j'imagine, ou des choses comme ça. Donc quel regard aujourd'hui sur la démarche CSRD? Il y a eu des échanges ce matin. On a entendu des patrons qui ne sont pas très fans, on va dire, qui comprennent la logique, mais qui s'arrachent les cheveux. Bah, je sais pas, on doit parler au même alors. Parce que l'enjeu pour moi, c'est que, d'abord, sur l'importance de la matérialité d'impact. Chez Danone, on a utilisé la norme GRI pendant 20 ans. On a été pilote sur le concept de reporting intégré en 2013 avec 4 autres entreprises au niveau mondial. Et on a même gagné de l'argent. On a même gagné de l'argent et c'est pour ça que je crois à ce qu'on fait, puisque Danone faisait partie, c'est toujours le cas, des quelques entreprises, il y en avait 6 à l'époque, qui avaient un rating 3 fois A sur le Carbon Disclosure Project, sur le carbone, sur l'eau et sur la déforestation. Ce rating, ajouté à l'agenda B Corp de Danone, a permis aux équipes finances de l'entreprise de renégocier les termes d'un crédit qui n'est pas un crédit des dizaines de milliards, mais de 3 milliards d'euros, avec 12 très grandes banques mondiales, avec à peu près 20% de la marge de risque liée, avec un bonus de marge lié au maintien de ces éléments-là. Bon. Donc,
moi, j'y crois. C'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. C'est que je suis persuadé que si on le fait à l'échelle systémique, si on parle d'ordre de grandeur une seconde, vous voyez de COP en COP les gouvernements avoir quand même beaucoup de mal à se mettre d'accord sur le fonds de dommages et pertes sur le climat. Une promesse aux pays du Sud. Promesse aux pays du Sud dans laquelle il est question de 100 milliards d'euros. Pour l'instant, ce qu'on a trouvé à la COP 28, c'est 200 à 500 millions d'euros. Oui, c'est ça. Voilà. Vous prenez la capitalisation boursière mondiale, obligations et capital. 1% de ça, c'est 4 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on fasse bouger 1% de la capitalisation boursière avec notre langage, 1% par an, pour faire, je crois qu'il faut à peu près 4 000 milliards, c'est ça qu'on dit, pour faire la transition. C'est ça qu'il faut qu'on fasse bouger. Donc c'est la question des ordres de grandeur. Et par rapport à ça, je suis obsédé par un truc, c'est que moi, j'ai fait sans doute à peu près pas loin d'une centaine de quarterly earnings review et des roadshows avec des investisseurs de la planète entière. Comme vous l'avez dit, pendant à peu près 25 ans, je sais quelles questions ils posent et quelles questions ils ne posent pas. Ils ne posent pas beaucoup de questions sur les sujets de sustainability parce qu'il n'y a aucun langage qui leur permette de prendre une décision. Si vous leur balancez des rapports de 300 pages, il n'y en a pas un qui va les lire. Je ne sais pas d'ailleurs qui va les lire. Mais le sujet pour moi, c'est fondamental, c'est qu'on reste dans un langage qui soit un langage économique. La matérialité financière, c'est une matérialité qui fait bouger les marchés des milliards de fois par seconde dans le monde entier. Donc elle a une efficacité qui est redoutable. Elle est redoutable, c'est-à-dire que quand elle fait des conneries, elle fait des très grosses conneries et on est tous là pour les payer. Et quand elle va commencer à faire un peu mieux, eh ben elle va faire un peu mieux à une échelle que personne d'autre ne peut faire. Donc, je pense que la matérialité d'impact est très importante, mais le mélange des deux est très dangereux. Et c'est ce que je me suis permis d'écrire dans Le Monde, et je continue de le penser. Le risque, c'est de vouloir en faire trop vite à la fois, et du coup d'essayer de parler des langages qui devraient être très différents, et qui le sont presque par nature d'ailleurs, en essayant de les faire rentrer avec leur complexité, vis-à-vis de moi, ma petite lorgnette, qui est les marchés et l'économie. Ça n'empêche pas du tout que ce soit super important, par ailleurs, de reporter sur des questions d'impact de l'entreprise vis-à-vis de la société civile ou d'autres sujets, bien entendu. Donc c'est plus la question des moyens que la question des objectifs. J'ai zéro souci avec ça, bien entendu. Et au contraire, je pense que c'est vraiment important. Et donc, du coup, pour moi, tout ça étant déjà fait, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les entreprises ne fassent pas juste de la conformité en face des 1000 et quelques data points qu'elles ont à remplir. En plus, franchement, en descendant à des niveaux d'entreprise qui, dans 2 ans, vont être quand même plutôt des grosses PME. Et quand on se dit qu'une entreprise du CAC 40 et une PME de 250 salariés vont avoir la même norme, moi, ça me pose un problème, mais je l'ai dit depuis 5 ans déjà à la Commission européenne. Donc j'espère qu'on va continuer à être un peu plus pragmatique, parce que sinon, on encourage le cynisme. On encourage juste ceux qui n'ont pas envie, et franchement, j'en connais beaucoup plus que ceux qui ont envie, à dire de toute façon, c'est trop compliqué, et voilà. Mais donc voilà, l'enjeu, c'est d'essayer d'extraire de la CSRD ce qui, dans chacune des entreprises, va vraiment faire bouger les choses, vraiment engager la transition. Je pense qu'il y a un truc qui est absolument imparable, et heureusement, de ce point de vue-là, les normes climat s'emboîtent, enfin, sont identiques. C'est sur les plans de transition, sur les résiliences climat. Ça, vraiment, je pense qu'il y a la CSRD est super bien faite. Et il faut absolument ne pas mélanger ça pour les entreprises et les entrepreneurs avec sans doute des choses que vous estimez peut-être moins importantes. Mais ça, préservez-le absolument, C'est fondamental pour la transformation. On vous sent animé par, c'est le mot d'ailleurs, vous l'avez dit, par une forme de pragmatisme finalement dans la logique qui est la vôtre. Pour autant, vous disiez aussi, l'ISSB s'apprête à lancer des ateliers, des réflexions au-delà des gaz à effet de serre finalement. Et là, on rentre dans des domaines où les indicateurs, les modélisations sont beaucoup plus complexes. La biodiversité, c'est pour quand dans l'ISSB aujourd'hui ? Alors, il y a des décisions qui vont être prises par le Conseil à Francfort, où le siège est placé, la semaine prochaine. Donc je ne peux pas... Néanmoins, le papier est public. Toutes nos délibérations sont publiques, d'ailleurs. Mais le papier sur lequel on va délibérer, qui est un papier avec une recommandation des équipes, à l'échelle mondiale, on a 250 personnes maintenant qui travaillent dans une demi-douzaine de bureaux. Ce papier recommande que nous nous attelions au sujet de la biodiversité et des services écosystémiques et le capital humain
y compris la partie des droits humains qui sont reliés aux questions du travail, hein, dans les chaînes de valeur, entre autres, mais pas que. Donc, je vais peut-être commencer par juste dire un mot sur le capital humain. J'ai entendu Gilles Boeuf de nouveau tout à l'heure dire des choses que je partage, c'est-à-dire que d'ailleurs, tout n'est pas forcément mesurable. La mesure réelle est super complexe. Ça fait partie de mes propres réglages, enfin des questions de réglage que je pose sur la matérialité d'impact. Mais sur le capital humain, je pense qu'on peut, de nouveau, au risque du pragmatisme, vous avez mentionné le fait que j'ai lancé une coalition d'entreprises pour la croissance inclusive à la demande du président lors de la présidence française du G7. 55 multinationales ont commencé à travailler sur des questions qui incluent la question d'un salaire décent, living wage en anglais ou decent wage. Aujourd'hui, je crois, Michelin a annoncé qu'il mettait en place un salaire décent, c'est-à-dire de quoi faire vivre parité de pouvoir d'achat dans les pays, une famille de 4 personnes. C'est entre 1,5 fois et 3 fois le salaire moyen de ces pays. Moi, je le sais, le DRH de Danone ici, l'ancien, qui était dans les équipes, on l'a fait partout dans le monde. Donc, c'est possible. Mais donc, définir un salaire décent, c'est possible. C'est multinational, et c'est pas par hasard que Michelin fait. Michelin était copilote avec Unilever, Danone et Sodexo de ce groupe de travail à l'intérieur de cette grande coalition. Donc, c'est possible. Et une fois que vous avez défini ça, ben oui, c'est pas parfait, quoi. Mais quand vous avez 100 000 salariés et puis que derrière, il y a 500 000 personnes dans les chaînes de valeur, ben ça commence à peser. Donc, voilà, un cas. Je reprends un autre. On n'a pas évoqué un plan qui, chez Danone, a marqué, j'espère bien, puisqu'il a été totalement confirmé, Local First. Croire au fait qu'il faut relocaliser. Donc, on a supprimé des échelons de management élevés dans les superstructures et on a décidé de préserver intégralement dans chaque pays les 20% des personnes, des salariés qui étaient les moins payés, pour les protéger et pour les former au métier de demain. Ce truc-là, Danone vient de décider d'en faire une règle générale désormais pour l'ensemble des salariés. Donc ça veut dire que les choses sont possibles. On a regardé, moi j'ai regardé personnellement à ce moment-là, comment est-ce que ça allait déformer la répartition des revenus à l'intérieur de l'entreprise. Le coefficient de Gini, c'est simple, le coefficient de Gini, il a bougé aux États-Unis de façon favorable chez Danone, il a bougé en France de façon favorable, parce que comme on a, entre guillemets, retiré des gros salaires des entités et protégé complètement les 20% des salariés les plus vulnérables, oui, évidemment qu'on a rendu le système un peu plus égalitaire. Alors, moi, je suis au Club de Rome. Au Club de Rome, ils disent Gini, c'est trop compliqué, il faut le ratio de Palma. C'est les 10% les mieux rémunérés versus les 40% les plus faibles. Peu importe, mais de nouveau. Et quand on parle de diversité et d'inclusion, oui, on sait qu'il y a plusieurs façons de calculer le pay gap entre les femmes et les hommes. Il y a la façon française, Muriel Pénicaud était là, je crois, donc elle a pu en parler. Et nous, c'est ce qu'on a appliqué, bien sûr, mais il y a la façon anglaise qui est différente. Mais bon, une fois qu'on se met d'accord sur une façon, je pense que ça fait quand même avancer le schmilblick. Donc oui, ça ne répondra jamais à tout à quoi il faudrait répondre, mais je pense qu'il y a des enjeux massifs sur lesquels on peut progresser. D'accord. Ultime question, je suis désolé parce que le temps passe et on en a beaucoup. Une question où je m'adresse à Emmanuel Famer, à la fois président de l'ISSB et citoyen. On voit quand même une tendance installée depuis quelques années, qui arrive aussi ici. Un mot qui s'installe, mot simplification. Des chocs de simplification, des remises en cause d'approches un peu normatives, sur lesquelles pas nécessairement des choses qui avaient été construites au nom de la biodiversité et autres sont protégées. Quel regard vous portez sur cette simplification ? Elle vous intéresse ? Elle vous inquiète ? Elle est nécessaire et insuffisante. Et je pense que le terme de choc de simplification n'appartient à aucun gouvernement et à tous en même temps. Je veux dire, à mi-mandat, on fait un choc de simplification. Oui. Bon, donc... Mais si on s'intéresse à ce qui dure, ce qui est durable, ce qui est pérenne, c'est-à-dire malgré tout, c'est l'économie. La simplification est nécessaire pour... Enfin, tout entrepreneur, entrepreneuse le sait. Mais le grand risque, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et tout le pilotage et la complexité de ces transformations, de ces voies un peu pionnières qu'on a explorées, c'est comment on réintègre de la complexité.
Laquelle? Quelle part de la complexité il faut accepter? Quand on fait un bénéfice net par action ajusté de la charge carbone, c'est hyper simplifié. Mais ça rentre une dimension de complexité qui est colossale le jour où vous faites ça. Donc c'est comment on fait les bons choix d'arbitrage pour ne pas perdre ce qui est essentiel et du coup quand même néanmoins se focaliser sur l'essentiel. Je pense que, comment dire, nous on a la chance d'une certaine façon à l'ISSB de démarrer d'une feuille blanche. On a pris le langage comptable, on a regardé tous les éléments essentiels qui faisaient qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il déclenche des décisions d'allocation de capital. Et on a rentré la complexité du climat pour l'instant et on commence sur d'autres choses. D'une certaine façon, c'est assez simple parce qu'on démarre de nouveau d'une page qui n'est pas blanche. Il y a plein d'autres gens qui ont écrit avant nous, qui ont fait, et on en a déjà consolidé 4 ou 5, des très grands, pour faire un seul et unique langage. Mais la difficulté de l'approche de la simplification, c'est souvent des postures d'acteurs. C'est-à-dire que vous êtes acteur, vous avez besoin de votre légitimité, donc vous créez votre référentiel. Vous êtes le ministère de je ne sais pas quoi, donc vous avez votre référentiel qui ne croise pas exactement le... C'est le sujet aujourd'hui de la taxonomie en Europe, et on le sait très bien. Là, je ne dis rien sur lequel personne ne soit... Enfin, ce n'est pas un débat, quoi. On sait tous qu'on a mis la charrue avant les bœufs en faisant la taxonomie financière avant de faire la taxonomie corporate. Les banques étaient censées reporter sur des éléments de risque ESG, alors que la Corporate Sustainability Reporting Directive n'était pas encore là. Donc elles étaient à l'aveugle. Et du coup, aujourd'hui, les systèmes ne se parlent pas complètement. Donc c'est beaucoup plus la question de la conception, pour moi, qui doit être simplifiée que celle du contenu. Très bien. Merci Emmanuel Faber. Merci du temps consacré. Et donc on va suivre l'actualité SSB. Merci pour tout ce que vous faites. Thank you.